Presque une semaine depuis la déconvenue de Bernabéu, on a toujours du mal à la digérer. Comment a-t-on pu gâcher dans les 10 dernières minutes un match que de l'avis de bon nombre d'observateurs on maîtrisait, voire dominait pour les plus optimistes? Il n'y a rien de pire en foot que de perdre en étant le meilleur. Et rien de plus horripilant que les phrases comme « il y avait la place pour passer » ou « ils ne nous ont rien montré ». Mais oui, le vaincu a toujours tort. Alors plutôt que de se réfugier derrière de mauvaises excuses, essayons de tirer les leçons de cette défaite, pour ne pas reproduire les mêmes manquements au retour qui va arriver dans 3 semaines, car c'est à la fois loin mais aussi terriblement proche, pour suffire à panser les plaies, remobiliser tout le monde à tous les niveaux du club et de son environnement, et se présenter avec les choix humains et tactiques adéquats, la solidarité et la force mentale inébranlable pour les convertir en qualification. On peut le faire, donc on doit le faire. Car je n'ose même pas imaginer l'ambiance qui accompagnerait la fin de saison après une nouvelle élimination en 8e de finale, l'année où on a recruté Neymar et Mbappé. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est le 26e podcast du Club Paname avec Olivier en animateur et 2 piliers de bistrot, diront les mauvaises langues. Basto, bonsoir Basto. Une lèvre à la main, salut tout le monde. Et Drayas, bonsoir Drayas. Bonsoir tout le monde, j'accompagne comme d'habitude l'alcoolique de service. Pour les accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un petit nouveau, Clément. Bonsoir Clément. Hello. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, pas de souci. Alors Clément, 27 ans, fan du PSG depuis les années 2000. Je ne manque aucun match ni aucune actu sur le PSG et bien entendu aucun podcast Club Paname depuis le premier numéro. Bravo, voilà, bravo. C'est un plaisir de faire partie de votre équipe et j'espère vivre une belle aventure avec vous. Ça marche. Au sommaire aujourd'hui, l'actualité bien sûr avec l'analyse de la rencontre du week-end face à Strasbourg au Parc. Puis une projection sur les 2 matchs à venir face à l'OM, le 25 en championnat puis le 28 en Coupe de France. Avant de revenir sur ce 8e de finale de Ligue des Champions face au Real, par le biais d'une rubrique qui va être ouverte à tous, sans langue de bois, puisqu'on va parler de nos désaccords peut-être à propos d'Unai Emery. Comme d'habitude, au Club Paname, dans le respect de nos différences d'opinion. On va commencer par l'analyse de la rencontre face à Strasbourg, un des 2 seuls vainqueurs du PSG en Ligue 1 cette année, qui se présentait samedi au Parc en victime expiatoire de la défaite à Madrid. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a rapidement rempli ce rôle malgré une ouverture du score qui a pu faire craindre le pire. Victoire nette 5-2 au final, avec pour Paris début de Draxler à la 10e, Neymar 21e, Di Maria 22e et un doublé de Cavani 73e et 79e. Alors que pour Strasbourg, c'est Aoulou qui avait ouvert la marque à la 6e et Baoken qui avait relancé un petit peu le match à la 67e. Alors d'abord messieurs, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match ? Clément, pour fêter ton arrivée dans l'équipe, tu commences. Alors, c'est un honneur. Pour commencer, je vais dire que la victoire, évidemment après une déconvenue comme à Bernabéu, l'important c'était de retrouver le rythme, d'être présent mentalement. Et je trouve que l'équipe a montré qu'elle a su rebondir. En plus, c'était face à une équipe qui a quand même joué, qui s'est pas laissé marcher dessus, qui a eu des belles occasions. Ensuite, je dirais le football un peu champagne de la deuxième mi-temps où c'était que de l'attaque-défense. Ce qui a rendu le match assez agréable à suivre malgré tout. On pouvait s'attendre à ce que l'équipe soit un petit peu mollassonne et finalement elle s'est bien relancée. Et ensuite, je dirais les 30 dernières minutes de Diarra et le début et la fin du match de Neymar. Merci Clément. Drayas, tu as des choses à rajouter ? Comme Clément, j'ai vraiment apprécié revoir le Parc. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps. C'est revigorant. J'ai aimé une composition avec des manières de ballon au milieu qui étaient haut sur le terrain et ça a fait une vraie différence dans l'animation, même si on pourra voir après que ça a aussi impliqué quelques défaillances. J'ai aussi apprécié le capitanat redonné à Silva, le fait d'entériner que le choix à Barcelone était un choix sportif et non un choix humain. Que Silva soit capitaine ou pas, on peut en débattre, c'est un autre débat, mais lui redonner le capitanat, montrer et faire taire tout de suite les rumeurs, je trouvais que c'était une très bonne chose.
J'ai apprécié le retour de Cavani. Je me suis levé comme 10 000 hommes au moment de son premier but et je me suis levé comme 20 000 hommes au moment de son deuxième. Et enfin, j'ai apprécié l'entrée de Mota qui était clairement à court de rythme et qui me donne un petit peu d'espoir pour le retour par rapport à certaines fixates d'Emery. Basto, à toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Bah pareil, hein, le retour au parc, la réaction après Madrid, même si c'était le minimum syndical, bon, on a au moins gardé notre sérieux. Seb, Drayas avait souligné le capitana de Silva. Moi, je vais souligner les performances, entre guillemets, les écartés du Real, c'est-à-dire Silva et Di Maria qui ont répondu présent, qui ont tous les deux fait un bon match et qui montrent que leur intérêt individuel ne passe pas avant l'intérêt collectif. Donc ça, c'est très bien. Le groupe est concerné. Il y a d'ailleurs eu une espèce d'union sacrée déclarée au sein du groupe qui est importante. Et j'ai aimé aussi les nombreuses occasions qu'on a pu se créer, même si c'était très facilité par une équipe adverse qui laissait quand même pas mal de boulevards. Très bien. Donc on va maintenant passer à ce que vous n'avez pas aimé dans ce match. Drayas, tu commences? J'ai pas aimé Diarra et c'est pas tellement le joueur, c'est tout l'impact qu'avait le fait de titulariser Diarra en première mi-temps avec devant lui Giovanni Lo Celso et Julian Draxler. On avait deux joueurs qui étaient très à l'aise dans les phases 8-10, voire 8-6 un peu pour Lo Celso. Et on avait un Diarra qui avait du mal à se placer, qui par son placement, on a vu plusieurs fois Strasbourg percé par l'axe parce que Diarra n'était pas forcément placé là où il devait. Et il manquait cet homme pour juguler les contre-attaques strasbourgeoises. Et d'une manière générale, j'ai pas aimé. Enfin, il y a toute cette problématique du placement du 6 qui, avec l'apport de Diarra, n'a montré qu'il était vraiment pas résolu. Enfin, autre chose que j'ai vraiment pas aimé, c'est 2 tirs cadrés pour Strasbourg, 2 buts. Areola dans toute sa splendeur. Même s'il n'est pas forcément responsable, c'est l'homme qui aime tir cadré un but. Il est peut-être pas surtout responsable tout seul. Là, il y a quand même des trous dans cette défense qui persistent et qui fait que il est souvent sollicité et avec des boulevards devant l'attaquant pour pouvoir cadrer les frappes. Donc le malheureux est malheureusement laissé un peu à lui-même. Je suis tout à fait d'accord, Olivier. Après, ce qu'on attend d'un gardien dans un grand club, c'est de savoir être décisif. Et force est de constater que s'il nous avait rassuré contre le Real, en sortant plusieurs arrêts décisifs, en championnat, c'est vraiment pas ça, quoi. Oui, en effet, il n'est pas le seul responsable, mais on aimerait de temps en temps qu'il soit aussi responsable d'un arrêt décisif. Et ça fait très longtemps, mis à part le Real, qu'on n'a pas vu ça en championnat. Clément, toi, qu'est-ce que tu as ajouté sur le côté négatif de ce match? Dans un premier temps, le pendant du côté positif du football champagne, c'est que je trouve que c'est un match sur lequel, en deuxième mi-temps, on n'a pas beaucoup appris au niveau tactique, parce que c'était que d'attaque-défense et on se serait cru en NBA, en gros. Il y avait plus d'attaque que de défense, même. Ensuite, la défense sur coup de pied arrêté que j'ai trouvé catastrophique. En première mi-temps, je crois qu'il y a 6 coups de pied arrêtés pour Strasbourg et 4 fois ça atterrit sur la tête d'un Strasbourgeois. Donc je trouve ça inquiétant parce que face à une équipe face au Real, Ramos il nous met un triplé. Et ensuite, au milieu du match, il y a eu une demi-heure où Neymar a passé son temps à râler. Et ça finissait par me sortir par les yeux et je trouvais que ça déteignait sur son football parce qu'au bout d'un moment il arrêtait de jouer. Et donc du coup j'étais un peu déçu de ça. Aussi à la fin notre défense centrale s'est beaucoup fait prendre dans le dos. C'est quelque chose que j'ai noté. Alors fort heureusement on ne prenait pas de but, mais plusieurs fois Kimpembe ou Thiago Silva arrivait derrière et il dégageait en catastrophe. Donc voilà, moi, au niveau défensif je trouve que c'était vraiment pas un bon match. Oui, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur les coups de pied arrêtés défensifs, mais aussi on peut noter une nette régression de l'efficacité de l'équipe sur des coups de pied offensifs, notamment sur des corners qui recommencent à être joués à 2 comme les premiers mois de l'arrivée d'Emery, et ce qui perturbe l'animation et la possibilité de marquer sur ces phases arrêtées. C'est quand même très dommage, notamment au très haut niveau où on sait que parfois dans les matchs serrés, c'est ces coups de pied arrêtés qui font la différence. Basto, tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci. Je peux permettre juste. Vas-y. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que je l'ai noté aussi. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 corners joués à 2. À chaque fois, ça n'aboutit sur rien. Je crois que depuis le début de la saison, on n'a pas mis un seul pion dans cette configuration-là, alors que
Face au Real, ils le font une fois, penalty but. Donc bon, moi je suis assez sceptique et ça m'énerve que Emery s'entête à vouloir nous faire jouer les corners à 2. Oui, c'est un de ces stéréotypes qu'il avait un petit peu corrigé en fin de saison dernière, mais il est retombé dedans cette saison. Basto, tu as quelque chose à ajouter sur les points négatifs? Déjà, je vais rebondir sur les corners tirés à 2. Il faut savoir que dans le foot, il y a 3% des corners qui amènent à un but. Donc qu'ils soient tirés à 2 ou directement, c'est très rare qu'il y ait des buts sur corner. Donc de toute façon, après, voilà, ça change pas grand-chose. Moi, sinon, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'à chaque fois, on dit c'est bien, on a réagi après une claque. Je me souviens après City, on avait battu 6-0 Caen, etc., etc. Mais il faut arrêter de réagir, il faut mieux agir dans les moments clés d'une saison. Et on va pas se contenter de ça. J'ai pas aimé quelque chose de récurrent, qui est le jeu sans ballon de l'équipe, avec un milieu que j'ai trouvé encore désorganisé, des attaquants qui se repliaient pas forcément, des latéraux fébriles, et on était vraiment en danger à toutes les pertes de balles. On a finalement été pas mal en danger dans ce match contre une équipe qui est assez faible à domicile, c'est pas normal. Et j'ai pas aimé non plus notre construction des actions collectives, où j'ai plus l'impression que c'est certaines individualités qui jouent dans leur coin, et il n'y a pas vraiment de préparation collective de tout cela. Puis je rebondis. Très bien. Vas-y, Darius. Mais en fait, moi là, tu tapes un petit peu sur les latéraux, et je trouve de manière. Alors, autant Alves était vraiment à des années-lumière de son niveau au Real, et autant Kurzawa n'est pas extraordinaire. Mais pour moi, c'est vraiment plus passé par l'axe, et la majorité des contre-attaques strasbourgeoises passent par l'axe. Et le souci était bien plus dans l'axe qu'isolé au niveau des latéraux, où pour une fois, Kurzawa, sans pour autant revendiquer une place dans un top ou quoi que ce soit, était plus ou moins consistant. Bien mieux que sur d'autres fois. Et sinon, je voulais juste rebondir sur les corners à 2. Alors, comme le rappelle Basto, effectivement, on marque très peu sur corner, donc ça sert à rien de s'énerver pour ça. Mais comme par hasard, on voit les corners à 2 revenir depuis que Di Maria est là. On ne frappait pas les corners à 2. Oui, mais pas beaucoup moins en première partie de saison. Et on retrouve le systématisme des corners tirés à 2. Qui était ce qu'on avait, qui était en place quand Di Maria était titulaire dans l'équipe. Et je sais pas pourquoi, j'en tire pas de conclusion, je fais juste ce constat qui est assez troublant. Oui, j'ai pas de la mémoire exacte des buts qu'on a pu marquer sur corner, mais on a quand même des joueurs qui sont très très bons de la tête, notamment Silva, Marquinhos et Cavani avec sa spéciale déviation au premier poteau, sur lequel on a marqué un temps un certain nombre de buts, et je trouve un peu dommage qu'on se prive de cette arme-là, qui est quand même relativement efficace, surtout contre des équipes de L1 qui ne sont peut-être pas parfaitement organisées pour lutter sur ces phases-là. On va passer maintenant La combinaison avec Cavani, on la voit plus. Non, on la voit plus du tout. Et c'est très dommage qu'on ne se serve pas mieux de ce jeu de tête de Cavani, qui est quand même un de ses points forts. D'ailleurs, Darius, tu disais qu'on avait une faiblesse dans l'axe sur ce match, deux buts qui viennent de centre. Donc, c'est contre-argument. Peut-être pas. Après, moi, j'ai peut-être des petits soucis de mémoire, mais je me souviens, alors, possiblement les buts viennent des ailes, mais moi, je me souviens vraiment de percées dans l'axe qui ont pas arrêté, quoi. Ouais, en fait, ça part du non-repli des attaquants. Ensuite, tu as des trous énormes au milieu et ça finit sur les ailes où les latéraux n'étaient pas non plus tout à fait concernés. Mais je suis d'accord avec Graas, le plus gros vient vraiment du milieu et des trous dans plein axe au départ. Toutes les actions construites venaient plein axe. Pour moi, le problème, c'est que là, tu joues avec Draxler et Lo Celso qui sont, pour moi, Lo Celso est un 8 pur et Draxler, c'est un 8-10. Et tu joues avec un 6, et c'est très cohérent si tu veux faire ça. Je veux dire, il y a aucun souci, mais à ce moment-là, il y a une chose qui est essentielle, c'est le placement de ton 6. Quand par exemple ton 8 et ton 8-10 sont montés, bah, si ton 6, lui aussi, n'est pas exactement là, et il y a plein de fois où on a vu des contre-attaques où concrètement, il n'y avait plus de milieu, et où était Diarra? Et je vais pas taper sur Diarra, parce que Diarra, le placement chez lui, c'est une science, il connaît, il n'y a pas de problème. Je pense c'est comme sur un vélo, s'il remonte sur un vélo, même s'il l'a pas fait pendant longtemps, il en est capable, mais il est à court de forme, et vraiment, quoi. Oui, il y a vraiment un problème qui est ponctuel, on l'espère, pour Diarra de reprise de rythme, mais il y a eu surtout un début de match où Neymar a été particulièrement horripilant,
en jouant extrêmement lentement, en perdant beaucoup de ballons et en passant son temps à protester auprès de l'arbitre plutôt qu'à se replier. Et il y a eu des trous énormes dans l'axe liés à ces deux phénomènes-là, le manque de rayonnement de Diarra et puis les pertes de ballons de Neymar qui étaient quand même très importantes. Ça s'est corrigé après, surtout en seconde mi-temps, quand il a bien voulu jouer avec le reste de l'équipe. Bon, on va passer au top et au flop. Donc, on va essayer de s'en tenir à 3 tops chacun. Drayas, tu commences ? Alors moi, je vais nommer en top Di Maria, qui a eu peut-être une petite baisse à partir de la 35e, mais je trouve que de la première minute à la 35e, c'était limite un match parfait qu'il était en train de faire, efficace, concerné par les replis défensifs. Pas forcément une intelligence de jeu admirable, mais c'est pas quelque chose qu'on peut attendre de Di Maria, dans le sens où il est capable de faire des différences à lui tout seul, et il était vraiment, vraiment très, très, très bon. Ensuite de ça, je vais nommer en top Cavani, comment ne pas le nommer, ces 2 buts, pour moi, c'était sublime, c'était beau. Et je vais nommer Kim. Silva a été très bon, mais j'ai trouvé que Kim a été très précieux sur ce match, notamment dans ses relances, ses premières relances, dans son placement, dans son agressivité, qui cette fois a été mesurée. J'ai vraiment apprécié sa prestation. Oui, je crois que Di Maria a montré une fois de plus qu'on ne comprend pas pourquoi il n'a pas joué face au Real, parce qu'il est dans une forme étincelante actuellement. Et Kimpembe, je crois qu'il est bon quand il joue avec un des deux autres, et peut-être plus encore avec Silva, Silva a été quand même, en ce début de saison, meilleur que Marquinhos, ce qui rend encore plus incompréhensible sa non-présence sur le terrain face au Real. Basto, tes 3 tops ? Je ne serais pas allé jusque-là personnellement. Moi j'avais mis les 3 mêmes, puis sur Di Maria j'ai exactement les mêmes arguments, donc je vais en citer un autre. Donc Kimpembe, oui, puis ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il joue une CFA en coupe ou qu'il joue Barcelone ou Madrid, il va toujours être concerné, il va toujours être sérieux, il va toujours être bon, donc ça c'est assez incroyable. Il a effectivement été très bon dans la relance, notamment dans la relance sous pression, où il a jamais paniqué, quand il était pressé, il ressortait la balle toujours proprement. Donc j'ai aussi mis Cavani, qui est peut-être le flop des 70 premières minutes. Et puis voilà, quoi. Pastore rentre, on sent que de nouveau il retrouve ses appels. Ça lui permet de marquer 2 jolis buts, 2 superbes appels sur 2 superbes ouvertures de Pastore puis Neymar et 2 buts de vrai neuf. Et je vais aussi le mettre en top pour sa mentalité. C'est un des premiers à jouer le jeu de ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est lui qui allait pousser Neymar à saluer le public à la fin, par exemple, même si Neymar n'a pas trop fait non plus. Et donc je vais mettre un top, pas forcément peut-être sur ce match, mais un top de cœur qui est Draxler. Encore une fois, quand Draxler joue, le PSG se crée plus d'occasions et marque plus de buts. Alors certains se plaignent de sa nonchalance, de sa non-agressivité. Moi je préfère regarder son élégance, sa simplicité. Alors je dis aux auditeurs qui n'aiment pas Draxler, ne le regardez pas comme un relayeur percutant qui va presser. Il faut juste regarder son placement qui lui permet de récupérer des ballons et qui serait suffisant si les deux derrière font le taf. Le nombre d'occasions qu'il peut créer suite à une simple petite déviation dans le sens du jeu. Et je citerai Guardiola qui en 2006 disait que Zidane était le meilleur défenseur de l'équipe de France. Pour moi Draxler est le meilleur défenseur du PSG. Très très bel acte d'amour de Basto. Je crois que malheureusement pour lui, Draxler a un peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est avant tout efficace, avant tout sobre, et il est un peu éclipsé par la brillance de certains. Mais c'est sûr qu'il a tous les ballons qu'il prend, tous les ballons qu'il donne, c'est des ballons qui sont proprement utilisés, transformés, et je crois que c'est un joueur extrêmement précieux pour l'équipe. Alors Cavani, effectivement, 70 minutes, il a été un peu le Cavani depuis le début de la saison. Mais on s'aperçoit que Cavani, quand on veut jouer avec lui, quand on suit ses appels, quand on essaye de le mettre dans des bonnes dispositions, il a toujours ses qualités extraordinaires. Et effectivement, je remarque comme toi que c'est la rentrée de Pastore qui lui a permis de retrouver un partenaire avec qui jouer, et ça c'est sûrement très important. Clément, toi, quels sont tes 3 tops ? Alors je dirais Di Maria qui m'a étonné par son implication. En fait, je m'attendais à ce qu'il lâche un peu comme il a l'habitude de faire quand il a des grosses déceptions. Et c'est vrai qu'il m'a surpris tout au long du match, en fait, où je l'ai trouvé très bon. Alors parfois un petit peu brouillon comme il a l'habitude de faire, mais toujours les bonnes intentions, très impliqué. Ensuite, l'entrée de Mota que j'ai trouvé à la fois sobre et efficace.
Alors, il n'a pas joué tout le match, certes, mais c'est vrai que ce joueur a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve chez aucun autre dans l'équipe et qui aurait peut-être été utile face au Real. Et ensuite, alors moi j'ai mis Neymar sur son début de match, avant qu'il commence à sortir du match, et sa fin de match que j'ai trouvé absolument incroyable, où il distillait des passes vraiment, que seul lui sait faire, et peut-être pas Soré, mais il a quelque chose quand il veut jouer. C'est un joueur qui est unique au monde, clairement, que peut-être Messi peut égaler, mais Ronaldo, c'est vraiment pas le même type de joueur, mais voilà, moi je trouve que Neymar a quelque chose que dans l'équipe est assez unique, quoi. Il sait tout faire. Il sait tout faire, encore faut-il qu'il ait envie de le faire. C'est un petit peu le souci de Neymar. C'est une très très grande individualité qui a besoin d'avoir envie de jouer pour bien le faire, mais qui, quand il sort un peu du match, pénalise tout le reste de l'équipe. Je crois qu'on peut peut-être plus le comparer à Messi qu'à Ronaldo, Ronaldo étant essentiellement un finisseur. C'est pas un constructeur, Ronaldo. Si je peux me permettre de rebondir. Vas-y, Darius, oui, vas-y. Je donne infiniment raison à tout ce que vient de dire Clément. Et paradoxalement à toi, mais c'est tout le paradoxe de ce joueur, c'est-à-dire qu'on entend des plaintes sur son individualisme qui se répètent et qui se précisent avec le temps. Peut-on nommer un joueur qui a plus de K-Pass en Europe à l'heure actuelle? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est tout le paradoxe de ce joueur, et effectivement il est parfois agaçant, mais je crois va falloir, c'est plus à nous de nous éduquer à lui pour le coup. Il va falloir apprendre à le prendre comme il est. C'est ce que disait souvent Emery, ou Cavani d'ailleurs l'a dit aussi. Et Mota a beaucoup insisté sur ce point. C'est un joueur qu'il faut mettre dans les meilleures dispositions, parce que quand il est dans ses meilleures dispositions, effectivement il aide énormément l'équipe. On pointe son individualisme qui est réel, mais n'oublions pas sa dimension collective qui elle aussi est tout autant réelle, et elle se montre notamment par les chiffres, même si les chiffres on leur fait dire très souvent ce qu'on veut. Il est agaçant, mais il faut savoir le mettre en avant. Oui, c'est en Ligue 1 peut-être, mais on a vu contre Madrid avec un grand défi où il était pourtant très attendu, qu'il n'a pas été ce qu'il est en Ligue 1, et qu'il n'a pas été notamment très utile à l'équipe dans la construction, puisqu'il a pratiquement jamais échangé avec ses deux petits camarades de devant. Donc je crois que c'est un joueur qui doit apprendre à être généreux tout le temps, parce que on a besoin de lui tout le temps, étant donné son immense qualité pour ce qu'il apporte individuellement, mais également parce qu'il doit être capable d'apporter au reste de l'équipe. On va passer maintenant. Vas-y. Un truc sur Neymar à Madrid. Vas-y. Oui, Neymar à Madrid, ça reste quand même le Parisien qui à l'arrivée fait le plus de K-Pass dans le match, et largement, puisqu'il en fait 4 et le deuxième est à 1. Après, on va dire qu'il a joué individualiste, mais il était très souvent en 1 contre 1 coupé de solutions. Oui, il oublie une ou deux fois Mbappé, mais ça reste le joueur qui crée le plus de différence et le plus de décalage sur ce match. C'est notre grande différence de lecture avec toi du match, où on ne va pas tellement pointer du doigt le trio d'attaque, mais plus l'organisation collective. Et d'une manière générale, l'organisation collective était relativement cohérente. C'est juste qu'il faut prendre en compte l'organisation collective en face du Real Madrid, qui sans ballon a fait un match qui a été extraordinaire. On va passer maintenant à vos flops. Donc 3 flops là aussi. Clément, tu commences ? Kurzawa, qui manifestement est complètement perdu depuis 2 ans, hein, franchement. Enfin, il a fait le mois de septembre dernier, de l'année dernière, très correct, très bon même. Je me rappelle, c'était les meilleures équipes. Et depuis sa blessure, Science Radio. Ensuite, Pastore, qui m'a absolument pas convaincu. Alors, il a fait une passe D, mais j'avais l'impression que maintenant, quand il rentre en jeu, c'est le même Pastore que la première saison de Laurent Blanc, où il enchaîne des passes qui ont quasiment aucune chance d'aboutir, mais il les fait quand même, et on perd les ballons, et après on se retrouve en contre. C'est souvent le cas, et ça m'agace, parce que c'est un joueur qui a prouvé quand même qu'il avait lui aussi, mais un don inné que très peu ont, et ça m'agace de le voir dans cet état. Et ensuite Areola, pour la stat qu'on a dit tout à l'heure, deux passes, deux cadres, 2 frappes cadrées et 2 buts, comme à tous les matchs. Très bien, Darius. Au niveau des flops,
Moi, enfin, vous l'excusez par l'appréciation défensive de l'équipe, mais je suis obligé de mettre un Areola, je peux pas ne pas le mettre. Deux tirs cadrés, deux buts. C'est comme un refrain lancinant depuis le début de la saison où Areola est dans les buts. Il y avait cette période extraordinaire où sur 11 frappes cadrées, il s'était pris 10 buts. On a l'impression que ça finit jamais. Alors oui, il peut être mieux aidé, mais oui, il doit être décisif de temps en temps. Autant je l'avais mis en top contre Madrid, là je ne peux pas faire autre chose que de le mettre en flop. Je mettrai Alves, mais c'est relativement compréhensible. On attendait beaucoup d'Alves après ce qu'on avait vu à Madrid. On a retrouvé le Alves qui était pas forcément bon, pas forcément bien placé, pas forcément efficace devant. Et enfin, je vais nommer en flop un joueur qui n'y peut rien, c'est juste qu'il est utilisé trop tôt, trop vite, c'est Diarra. Ce Diarra-là qui finalement finit par retrouver un second souffle à partir de la 40e minute, c'est la deuxième fois qu'il nous le fait. C'est clairement insuffisant, surtout quand on joue avec un Diarra et qu'on met deux joueurs devant qui sont moins à l'aise défensivement. C'est clairement insuffisant, mais c'est pas pour autant que je suis en train de défendre. Attention, hein, je ne veux pas que devant Diarra il y ait Rabiot qui serait à l'aise défensivement, mais c'est juste que ce joueur n'est pas prêt pour ce qu'on lui demande. Il n'est pas au point et c'est juste 1000 fois trop tôt. Voilà. Oui, alors c'est trop tôt, certes, mais si tu veux que ce joueur qui a surtout perdu du rythme, en ne jouant pratiquement pas la saison dernière, on retrouve, il faut quand même l'aligner. On est coincé parce que ce problème de sentinelle, on le traîne depuis le mercato. Celui qui pourrait y jouer ne veut pas y jouer. Ceux qui ont les meilleures qualités n'ont pas les possibilités actuellement. Et celui qui a les possibilités n'a pas les qualités. Donc on tourne toujours autour du même problème. On sent que maintenant, c'est entre Diarra et Mota que va se jouer l'espoir d'une vraie sentinelle pour Madrid. Tu es un peu obligé de les aligner, même s'ils ne sont pas encore prêts pour faire face à 90 minutes. Sans doute. Après, je remarque que l'entrée de Mota, alors que Mota était out depuis maintenant de très très longues semaines, ça se chiffre même en mois, était bien que insuffisante au niveau du rythme, bien plus prégnante au niveau du placement. Et il y a quelque chose que Mota a et que Diarra n'a pas, c'est la qualité de la première relance. Il n'y a juste pas photo entre les deux joueurs. Et l'entrée de Mota, pour moi, l'a remis sur la carte de l'échiquier des joueurs convocables et m'a donné un très grand espoir. Compte tenu d'Emery, moi j'aimerais vraiment qu'il force Rabiot et qu'il lui dise ferme ta gueule, va jouer en 6, mais ça marche pas comme ça. Et compte tenu d'Emery, j'espère qu'on va pouvoir avoir un Mota en forme dans 2 semaines. Avec la petite nuance habituelle que quand tu fais rentrer un joueur en fin de match, face à tes équipes de Ligue 1 qui ont déjà été châtiées, qui n'y croient plus beaucoup, qui ne défendent plus beaucoup, ce joueur va rayonner beaucoup plus facilement que s'il avait dû scoltiner des adversaires qui ont faim en début de match. Donc c'est toujours, moi j'attends de voir Mota à la première minute du match pour me rendre compte exactement de l'état dans lequel il est. Et bon, les matchs de Marseille arrivent et peut-être ça va être l'occasion de voir si Mota est dans les dispositions pour pouvoir attaquer un match au niveau où ça va se jouer contre le Real. Basto? Moi, je vais rejoindre mes deux compagnons. Je vais en rajouter une couche sur la Sana. Pour moi, ces 30 premières minutes ne sont pas simplement mauvaises, elles sont affreuses. Alors oui, la cour de souffle, il est dépassé dans les duels, mais il y a une autre chose, c'est qu'il ne connaît pas encore l'équipe, elle ne sait pas encore comment il joue, et du coup, il ne sait pas se placer, il ne sait pas jouer avec. Sur le premier but, il se place très haut au niveau des 2-8. Neymar perd la balle, il met du temps à revenir. Finalement, il arrive à revenir, mais il oublie encore le joueur dans son dos, ce qui coûte le but. Derrière, on a vu ça plusieurs fois au moins durant la première mi-temps. Avec le ballon, c'est pareil, il met trois plombes à lâcher la balle. Il ne sait pas encore avec qui jouer, comment ressortir le ballon. Donc je pense, au-delà du riff, c'est une question de connaissance. Mota est là depuis X années, donc lui sait le faire. J'ai aussi mis Alves, pour les raisons qu'a dit Drea. Je rajouterais aussi qu'on le voit de moins en moins venir aider son milieu et combiner avec. Et j'ai mis Kurzawa, parce que c'était un peu un fantôme sur ce match. Oui, défensivement, ils sont peu passés de son côté, donc il a été correct sans plus, parce que plusieurs fois il se fait dépasser quand même, mais c'est surtout offensivement, on ne l'a pas du tout vu. Et puis son fait de gloire à la fin du match, où pour le Nouvel An chinois, on avait les maillots écrits en mandarin, et il tweet son maillot avec le drapeau japonais. Magnifique. Génie. Je le trouve dur sur Kurzawa. Alors pas sur le drapeau japonais. Là-dessus,
il n'y a rien à ajouter sur le sujet. Mais sur le match, sur Kurzawa, qu'on a beaucoup descendu ici et que j'ai beaucoup descendu, j'avais trouvé un renouveau un petit peu au niveau offensif en ce début d'année sur les quelques prestations qu'il a eues. Effectivement, sur ce match, au niveau offensif, il était trop discret, il n'a pas assez pesé, mais grosso merdo, pour une fois, il a fait son match défensivement. Ça ne veut pas dire que ça n'est jamais passé de son côté, mais ça veut dire qu'il y avait du mieux. Ça veut dire qu'il y avait un peu de mieux. Et moi, j'ai envie de me focus sur le mieux, et quand un joueur a un peu de mieux, j'ai pas forcément envie de le mettre dans les flops. Et puis on peut dire aussi qu'il a fait un beau centre qui a été converti en but, donc alors qu'il avait très très peu centré efficacement jusque-là. Et pour Alves, moi je m'interroge quand même sur l'utilité d'aligner Alves après les gros efforts qu'on demandait pour un joueur de son âge, le match de Madrid, où Meunier n'est rentré qu'en fin de match. Je comprends pas très bien cette surcharge qu'on impose à Alves, alors que c'est sûrement un joueur à ménager actuellement. Bon, Oui, je crois qu'on... Oui, vas-y. Je disais juste amen à ce que tu viens de dire. Et humainement pour Meunier aussi, qui mérite de jouer. Enfin, bref. Ouais, ça reste encore une gestion un peu difficile à comprendre. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour sur le match de Strasbourg. Quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter? C'est bon. Ok. Donc on va se projeter maintenant sur les deux classiques, puisqu'il faut appeler ça comme ça depuis les duels créés toutes pièces du temps de Canal+ et du pauvre tapis. Tandis que le calendrier de la Ligue avait désigné Marseille au Parc comme adversaire du PSG pour la 27e journée dimanche prochain, le sort en a fait de même en ce qui concerne le quart de finale de la Coupe de France qui aura lieu 3 jours après, le 28, toujours au Parc. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, ces deux rencontres à domicile qui sont souvent disputées, attendues ardemment par les supporters rivaux des deux clubs, face à une des équipes qui est une des meilleures en Ligue 1 cette année et surtout actuellement. Est-ce que ces deux matchs vous semblent une bonne chose dans le cadre de la préparation de la réception du Real? Rappelons que Marseille est 3e actuellement, à 1 point du 2e Monaco et à 13 points du PSG, qu'il n'a plus perdu depuis le 17 décembre, soit 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Basto, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, en tant que simple supporter, jouer Marseille 2 fois en 3 jours au Parc, c'est toujours sympathique. Après, pour le rythme, l'intensité, c'est bien d'en avoir pour pas être dépaysé, même si ce sera totalement différent encore en Ligue des Champions. C'est toujours mieux de jouer Marseille que de jouer, je sais pas, Troyes ou Strasbourg. Je pense qu'on va attaquer ces deux matchs. J'aimerais bien, en fait, qu'on attaque ces deux matchs comme si on avait 2 buts de retard pour se mettre en mode réel, pour tester nos capacités à presser d'entrer l'adversaire, lui faire peur, vraiment l'agresser très haut, très vite. Et c'est dans ce genre de match qu'on doit montrer qu'on doit être plus tueur dans les deux surfaces. Comme l'a dit Rabiot, c'est facile de mettre 8 buts à Dijon. C'est plus compliqué dans les gros matchs. Et ce serait bien aussi pour une fois de ne pas encaisser de but contre un gros de Ligue 1. On l'a fait qu'une fois, c'était contre Lyon au match aller. Ça commence à remonter. Concernant Marseille, c'est une équipe qui monte vraiment en puissance, qui joue plutôt très bien en ce moment, avec 2 points forts qui sont Thauvin et Gustavo, qui sont les 2 clés du match. Je pense que si on arrive à les neutraliser, on s'en sortira facilement, mais c'est un très bon test. Clément, qu'est-ce que tu penses est une bonne chose pour la préparation face au Real? Pour moi, c'est la meilleure des préparations possibles. Parce que... Clément? Déjà... Ouais. Ah, attends. C'est bon, désolé. Pour moi, c'est la meilleure des préparations possibles en termes d'intensité. Tout d'abord parce qu'on va avoir un peu le match retour de ce match aller où on s'est fait marcher dessus pendant tout le match. Et en plus parce qu'il aura un peu le même rôle que le match Barça-Atlético l'année dernière avant la remontada, qui va nous permettre de garder un rythme assez soutenu et de pouvoir également tenter des choses tactiques face à une équipe qui est compétitive et qui en plus sur un beau record d'invincibilité depuis quelques semaines maintenant. Je pense que l'enjeu va quand même être de limiter un peu les blessures tout en essayant de tenter des choses un peu nouvelles sur le plan tactique face à une équipe qui, je pense, va rentrer très très violemment dans son match. Dryas, ton avis? Moi j'ai une lecture un peu plus craintive que mes deux compagnons. Pour moi c'est acquis tout double, c'est-à-dire que si on perd ne serait-ce qu'un de ces deux matchs, nos oreilles vont bourdonner de commentaires, d'allusions, de toute une presse négative.
et de Marseillais qui en font plus que n'importe qui dès qu'ils ont un quart de victoire. Jean-Michel Aulas avait fait des mugs, je me demande ce que fera Hérault. Et c'est un tout petit peu, enfin voilà, il faut vraiment être conscient que cette équipe de Marseille ne va rien nous lâcher, indépendamment des joueurs qui vont être alignés. Ils vont rentrer sur la main le match en ayant très faim, et c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi penser à l'aspect, à la dimension influx nerveux, c'est-à-dire qu'on va inévitablement dépenser un peu d'influx nerveux sur ces deux matchs, et il faudra en garder en réserve contre le Real. Donc ça peut être une semaine qui est à la fois est formidable, enfin une semaine et demie qui est formidable et qui nous lance de la meilleure des manières possibles pour le Real, comme qui peut nous plomber et nous amener des difficultés, quoi. Et par contre, la dimension positive que je vois, c'est que si jamais on gagne ces deux matchs à domicile, on aura le totem au parc, on aura le totem d'immunité au parc, quoi. Donc ça sera très cool. Très bien, maintenant, l'OM nous avait tenu en échec au Vélodrome le 22 octobre avec une égalisation miraculeuse de Cavani sur un merveilleux coup franc dans les dernières secondes. Est-ce que vous pensez que, alors qu'il a nettement monté en rythme depuis qu'ils sont repassés en 4-2-3-1, est-ce qu'il est susceptible de poser des problèmes au PSG au Parc? Et est-ce que ça peut se produire en coupe ou en championnat, ou est-ce qu'il va essentiellement insister sur le championnat au risque de laisser partir un peu la coupe, parce que pour eux, dans la position où ils sont, avec la Coupe d'Europe en ligne de mire, le championnat est manifestement prioritaire. Drayas, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi j'ai peut-être une lecture un peu trop supporter sur ce sujet, dans le sens où je vois qu'un Paris-Marseille est un Paris-Marseille. Et je m'imagine, et j'ai sans doute tort là-dessus, je m'imagine que les décideurs, que les joueurs voient la même chose. Mais une chose est sûre, c'est quand bien même ils tourneront, c'est sûr qu'ils tourneront jamais en championnat, ils ont trop besoin de points, il y a la lutte avec Monaco et Lyon qui est engagée, ils sont devant, ils ont le vent en poupe, s'ils peuvent prendre 3 points d'avance, ils vont le faire. Ils sont derrière Monaco. Ils sont derrière Monaco. Mais la lutte est engagée et donc ils vont rien lâcher en championnat, et donc s'ils doivent tourner, ils tourneront en coupe. Mais quand bien même ils tourneront, les joueurs en entendront tellement parler par la presse marseillaise, par leur entourage, la pression va vraiment monter pour eux pour qu'ils ne fassent pas de non-match. La seule solution qui amènerait au fait qu'ils lâchent un petit peu la coupe, c'est s'ils se prenaient une fessée en championnat, je sais pas moi, un 4-0, ouais, ça serait une fessée suffisante par rapport à Marseille. Il y aurait un petit côté qui pourrait se mettre en place, oui, mais de toute façon ça sert à rien, et puis nous on va jouer l'Europe, et etc. Et ils enverraient les seconds couteaux en mode dépressif. Mais si jamais ils nous tiennent la dragée haute en championnat, je pense que quel que soit l'effectif qui sera aligné en coupe, ça sera un combat. Basto, toi tu vois comment ces deux matchs, et quelles sont les forces marseillaises qui sont capables de nous poser des problèmes dans ces deux rencontres au Parc? Déjà une petite réaction par rapport à ce qu'avait dit Drayas. Aulas a sorti les mugs. On sait que Marseille est spécialiste des tisanes, ça va bien ensemble. Voilà. Non, je pense que l'OM a des armes pour nous déstabiliser, puisque leur point fort correspond un peu à nos points faibles. Ils ont un super ailier qui est Thauvin, qui est en feu, et donc face à Alves, ce sera peut-être une occasion de le tester de nouveau. Et ils ont un milieu qui est très complémentaire et dangereux, que ce soit dans la relance ou dans le pressing, emmené par Luis Gustavo et Sanson, qui sont peut-être les forces marseillaises principales. Maintenant, l'OM a du mal contre les gros. D'ailleurs, leur dernière défaite, c'est à Lyon, en décembre, il me semble. Et c'est une équipe qui est en progrès malgré tout contre les gros. Ce match contre Monaco, où ils font nul, mais ils méritaient peut-être mieux. Mais à l'arrivée, ils n'arrivent pas à gagner chez eux. Donc, c'est une équipe, je pense, qui fera son match en championnat. Je pense qu'on arrivera par s'en sortir, parce qu'au Parc, on est quand même très serein. Je rappelle, notre plus faible victoire est par 2 buts d'écart cette année. Après, Marseille joue l'Europe dès jeudi. Après, ils ont gagné 3-0 au match aller, donc on peut penser qu'ils feront un gros turnover à Braga et que c'est pas en championnat qu'ils seront fatigués. Donc le match de championnat, je le crains plus que le match de coupe. Le match de coupe, je pense que Marseille va tourner de nouveau, et ils n'ont pas un gros effectif. Dès qu'ils tournent, ça se sent. Et je pense que ce sera pas la même intensité, qu'ils seront beaucoup moins dedans. Donc je pense un match compliqué en championnat et un match beaucoup plus facile en coupe. Clément, tu partages cette analyse? Moi, je suis assez partagé. En fait, je sais pas s'ils vont lâcher le pied en coupe ou en championnat. La raison pour laquelle je pense ça, c'est qu'en coupe, il y a quand même des chances pour que
ils pensent au titre, parce que ça fait quand même un moment qu'ils n'ont pas gagné de titre, que aujourd'hui c'est quand même une équipe qui est peut-être la plus compétitive dans le championnat, donc du coup qui a le plus de chances de gagner le titre si nous on se préserve un petit peu en prévision du match face au Real. Moi j'ai peur qu'ils nous agressent sur ce match parce que aujourd'hui ils ont un petit coussin au cas où en championnat par rapport à Lyon, et je pense qu'ils vont capitaliser justement sur ce match de coupe pour nous agresser et faire en sorte que nous, une semaine après, on a le match face au Real. Ils vont savoir que on ne mettra pas la même intensité qu'en championnat où au niveau de l'intensité, on s'était quand même pris une belle baffe à l'aller. Je pense qu'on a envie de montrer que nos joueurs sont motivés pour laver cet affront. Très bien, donc la troisième question que je voulais vous poser, c'est comment Emery doit-il gérer, à votre avis, son groupe pour ces 2 matchs? Est-ce qu'il doit faire tourner? Est-ce qu'il doit aligner un maximum de ceux qu'il pense titulariser face au Real? Est-ce qu'il doit avoir une attitude différente d'un match à l'autre, en sachant qu'il y aura en plus une dernière répétition contre 3 à l'extérieur, 3 jours avant le grand rendez-vous? Clément, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, en fait, il vaudrait mieux faire tourner à 3 et installer 2 équipes un peu différentes pour faire quand même tourner les temps de jeu, mais mettre 2 équipes très compétitives sur les 2 matchs face à Marseille pour justement garder le rythme, tenter des choses tactiquement et que certains joueurs se mettent en confiance en prévision du match le plus important de la saison. Je pense que le match face à 3, faut mettre les coiffeurs, il y aura pas de, ça sera pas forcément un match compliqué à gérer, mais moi je mets un point d'honneur à ce que ces 2 matchs face à Marseille soient convaincants, aussi bien tactiquement que dans l'intensité. Gaias, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, je rebondis sur la dernière phrase de Clément en rappelant ce que je disais d'ailleurs avant. C'est un Paris-Marseille, il reste un Paris-Marseille. Ce sont des matchs avec beaucoup d'intensité et bien sûr, on ne peut pas faire abstraction du Real, mais dans un Paris-Marseille, on attend des joueurs qui sont à 200%. Sinon, moi, je pense que dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est qu'en championnat, on ait 80% des titulaires qui soient sur le terrain, qu'en coupe, on ait 100% des titulaires qui sont sur le terrain. C'est pas une préférence entre les 2 matchs, c'est juste une prévision par rapport au Real. Et comme le disait Clément, les coiffeurs à 3, ça m'irait très bien. Enfin, les coiffeurs. Montrons un petit peu plus de respect à Pastore et à d'autres joueurs. Mais voilà. Avoir les titulaires à 3, avoir les titulaires contre Marseille en coupe, c'est parfait, c'est une semaine avant, ça sera un match avec intensité. Pour moi, c'est parfait. Basto, tu partages l'avis de tes 2 compères? Pas vraiment. Moi, je pense qu'il faut sortir la grosse équipe en championnat. Quand je dis grosse équipe, c'est pas forcément l'équipe qui jouera le Real. Hein. Si on met Silva et pas Kimpembe, peu importe qui jouera le Real ou Marseille, ça peu m'importe. Mais je pense qu'il faut sortir la grosse équipe contre Marseille et derrière faire une espèce de 2 équipes mixtes en coupe puis contre 3. Mais ça vient, si je peux me permettre de rebondir. Vas-y, Darius, oui, vas-y. Ça vient de ta persuasion que en gros Marseille va quelque part tourner en coupe et mais que le gros match pour toi, le gros match c'est le match de championnat. Mais si on regarde au niveau chronologique et on se sort de la passion des matchs, on regarde au niveau chronologique, on a un match qui est une semaine avant la rencontre contre le Real, avec l'occasion de faire reposer les gens entre les 2. S'il y a bien un match où tu peux répéter tes gammes d'une manière profitable par rapport au Real, c'est celui-là. Et a priori, a fortiori, du coup, si c'est sur celui-là que tu vas répéter tes gammes, 3 jours avant, tu peux faire des aménagements. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on se dise qu'on va faire tout ce qu'il faut faire par rapport au Real, donc en match de championnat, et qu'on va laisser tourner en coupe. Parce que pour moi, c'est pas une bonne approche de ce qu'est un Paris-Marseille. Mais pour moi, Marseille mettra la grosse équipe et la grosse intensité sera en championnat. Donc si on veut vraiment se tester, c'est dans ce match-là qu'il faudra le faire. En coupe, on les bat. C'est toujours plus facile contre les grosses équipes en coupe qu'en championnat. C'est toujours plus facile. On l'a vu dans l'histoire. C'est toujours plus simple. Je me permets de rebondir. T'as pas compris ce que je disais. C'est pour moi quand Marseille vient à Paris,
qu'ils viennent en coupe ou en championnat, ça change pas grand-chose. Marseille vient à Paris. Quand Marseille vient à Paris, ils vont essayer de faire quelque chose. C'est des gènes qui ont été inventés dans les années 90, comme le rappelait Olivier, avec enfin, qui n'ont même pas la concurrence, la volonté de combiner de Tapi et de Canal+, mais c'est dans les gènes. Quand tu viens à Paris, tu viens pour faire un match, et en coupe, s'imaginer que Marseille viendra quelque part la fleur au fusil, c'est une illusion. Le passif sous QSI montre que Marseille a été bien plus dangereux en championnat contre nous qu'en coupe, où ça a toujours été des matchs faciles. Et quand je dis je mettre une équipe mixte, ça ne veut pas non plus dire mettre les coiffeurs ou ne pas mettre l'intensité. Si tu mets un Meunier, si tu mets un Kurzawa, si tu mets un Silva ou un Kimpembe, et si tu mets un Draxler, je pense pas que ça change grand chose. Je parle de tourner 3-4 joueurs par rapport à l'équipe type. De toute façon, il y aura un Trapp en coupe, par exemple. Voilà, on va arrêter là l'échange. Je crois qu'il y a quand même un problème particulier, c'est que là, on ne rencontre pas Marseille en coupe et Marseille en championnat. On rencontre à 3 jours d'intervalle Marseille. Et ça change complètement la donne par rapport aux échéances principales, aux objectifs principaux de ces deux clubs. Parce que Marseille va jouer Braga cette semaine. Il est en championnat et on peut penser que le championnat est quand même prioritaire parce qu'il est en avance par rapport à Lyon, parce qu'il talonne Monaco et que pour lui c'est capital financièrement d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc c'est cette proximité des matchs et ces objectifs des deux clubs qui fait que des choix vont peut-être devoir être faits par les entraîneurs entre les deux matchs. Voilà, c'est ça qui change un peu la donne. Bon, la dernière question que je voulais vous poser sur ces deux rencontres face à Marseille. On a l'impression qu'Emery a décidé de jouer avec une sentinelle, qu'il a cessé de le faire par la suite de la blessure de Mota. Notez que le dernier grand match de Mota, c'était face à Marseille, à l'apogée du 7+3, et on a vu que l'équipe, et notamment le milieu, a pris l'eau, et que Marseille a été capable de faire un nul en manquant de très peu de gagner ce match. Donc, depuis que Emery a accepté que Rabiot refuse d'être cette sentinelle, il est obligé de miser sur Diarra et Mota en 6. Et on a vu que tous les deux sont pour le moment très justes en rythme. Alors doit-il continuer à alterner avec eux pour leur donner du temps de jeu et pouvoir choisir le meilleur des deux, ou doit-il donner la préférence à l'un dès maintenant et le faire jouer en priorité un maximum de matchs? Basto, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je continue à dire que le meilleur milieu, c'est Rabiot, Draxler, Verratti, mais effectivement, c'est maintenant plus qu'un fantasme. Mais tu sais bien qu'il ne le fera pas. Non, bah, Unai l'a redit en plus en conférence de presse d'avant-match contre Strasbourg, où il a dit qu'il donnerait du temps de jeu à ces 3 sentinelles qui sont Dio, Lasse et Mota. Donc, on peut oublier mon rêve et mon fantasme. Donc, maintenant, vu les difficultés à ce poste de Dio et l'entêtement de Unai à pas vouloir faire jouer plus haut devant Rabiot, oui, je pense que ça devient primordial, effectivement, de faire enchaîner Lassana et Mota. Je pense qu'il faut continuer à répartir le temps de jeu entre les deux. Maintenant, moi j'ai une préférence claire qui est pour Mota. J'aimerais bien le voir dès le match de championnat dimanche. Puisque entre Mota et Las, Mota a l'expérience de cette équipe. Il sait comment jouer avec, il sait comment se placer avec. On a vu que Diarra ne savait pas le faire encore. Clément ? Alors moi je suis pas du tout d'accord avec Basto. Je trouve que Rabiot a quand même des faiblesses inquiétantes en 6. On l'a même vu d'ailleurs face au Real, c'est que quand il est en 6, il a tendance à lâcher le marquage dès qu'il y a un joueur qui rentre dans la surface, et souvent ça amène des buts, et on s'est souvent pris des buts dans cette configuration. Et donc du coup, pour moi, la meilleure solution serait Mota. Le problème, c'est qu'il pourra pas jouer tous les matchs d'ici là pour retrouver le rythme. Donc je pense qu'il jouera peut-être un des 2 matchs face à Marseille en tant que titulaire, je pense celui en coupe. Mais pour moi, l'idéal, ça serait justement d'alterner entre Mota et Diarra un maximum pour que les deux trouvent un rythme un peu de croisière. Parce que Diarra, honnêtement, moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça pendant ce match-là. Il a fait des belles percées. Alors, il a un jeu à la Diarra, hein. Il va percer, il va dribbler, parfois il fait des belles transversales. Mais souvent, on le voit pas, mais il a un jeu dans l'ombre où il coupe les actions, les contres avant même qu'ils se mettent en place et tout, et il a quand même cette sens du placement qu'il faut pour un numéro 6 et qui sera utile de toute manière face au Real. L'idéal, ce serait que les deux puissent jouer 45 minutes. Le problème, c'est que ça déséquilibre l'équipe, mais
Pour moi, il faut alterner les deux avec duo pour faire souffler quand il y en a un qui est fatigué, ou même les deux, et que le jour du match face au Real, le meilleur soit aligné. Darius? Avant de dire ce que j'ai envie de réagir à ce que dit Clément. Diarra, d'abord sur Diarra, ensuite sur Rabiot. Diarra contre Strasbourg, c'est intéressant à partir de la 40e. Parce qu'il retrouve un second souffle, mais justement, tu étais en train de dire que sa science, c'est le placement, et ben, sur le placement, pour moi, contre Strasbourg, il a été catastrophique. Et concernant Rabiot, quand je me permets de me faire l'interlocuteur de Basto, parce qu'on a la même vision sur le milieu, on ne pense pas à Rabiot en 6, on pense à un milieu qui tourne, qui permute, avec des joueurs qui ont une part de responsabilité en tant que 6, et c'est juste Rabiot qui serait 60% du temps 6. Et sur ton argument que Rabiot lâche des gens en marquage, quand tu fais référence au match du Real, il était clairement pas 6, tellement clairement pas que toute la première mi-temps, il est pas loin d'être au niveau des attaquants. Il se positionne limite plus comme un 10 excentré que comme un 8. Et sur la deuxième mi-temps, s'il est un peu plus bas, c'est Marco Verratti qui est 6, et il est encore la majorité du temps devant Dio. Mais si on se souvient de Rabiot en 6, il faut remonter au mois de novembre pour l'association avec Marco Verratti et Draxler, et au mois de janvier pour l'association avec Lo Celso et Verratti. Et il était, à mes yeux, très convaincant, non pas en tant que 6, mais en tant que 6-8, qui va 60% du temps jouer en 6. Maintenant, comme l'a dit Basto, comme le sous-entendait Olivier, on s'est fait tous une raison par rapport à Emery. Emery n'est pas ce coach créatif qu'on rêvait, ou que, en tout cas, moi, je rêvais voir. Et il a besoin de se reposer sur un 6. Mais alors, s'il veut jouer avec Rabiot en 8, surtout pas, s'il vous plaît, surtout pas Lassana Diarra, parce que même Lassana Diarra a son meilleur avec Rabiot en 8. T'as deux mecs qui savent pas faire des passes dans la profondeur, qui sont en train de couper les lignes. Enfin, surtout Rabiot. Surtout Mota, je veux dire. Si on doit jouer avec Rabiot en 8, il faut qu'on ait Mota derrière, qu'on ait au moins Mota et Marco Verratti qui soient capables de faire des relances qui sont propres et qui sont signifiantes. Très bien. Personne à ajouter quelque chose là, sur ces deux matchs sur Marseille? C'est bon. Ok, donc on va passer à notre gros plan. Bon, c'est sûr que c'est bien de se projeter sur Marseille, c'est bien de se projeter sur Madrid, mais on a bien sûr tous un peu la gueule de bois après la défaite lors du 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real. Et c'est difficile de penser au match retour sans se repencher sur ce match aller, parce que il va laisser des traces et il a révélé des faiblesses qu'on va peut-être avoir du mal à combler malgré tout l'enthousiasme qui entoure ce match au retour. Et comme c'est souvent dans les circonstances difficiles comme ça, c'est l'entraîneur qui cristallise la majorité des reproches, sa composition, sa gestion du match, son coaching pose des questions depuis la fin de celui-ci. Pour la première fois, quelques sifflets ont accompagné l'annonce de son nom au parc contre Strasbourg. Officiellement, c'est l'union sacrée au club, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, personne n'a remis en cause Emery, mais sa position, qui était déjà précaire avant ce match, apparaît encore plus fragilisée après cette nouvelle contre-performance européenne, et on a l'impression que son avenir au club s'inscrit de plus en plus en pointillé. Sous l'impulsion des tauliers, c'est pas innocent, Alves et Mota, le vestiaire a décidé de faire corps pour préparer le match retour. Mais l'entraîneur est-il inclus dans ce pacte, ou celui-ci ne concerne-t-il que les joueurs qui sont en train de reprendre le destin de l'équipe entre leurs mains? Rien ne permet de l'affirmer, ni de l'infirmer d'ailleurs. Alors la question que j'ai envie de vous poser ce soir, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot, alors qu'il n'a jamais vraiment fait l'unanimité depuis son arrivée au club, pour vous, aujourd'hui, Emery est-il encore défendable? Darius? Alors, petit rappel, tout le monde est défendable, et prendre le risque de traiter quelqu'un d'indéfendable, c'est prendre le risque de voir un Kanto s'élever de sa tombe footballistique pour te dire je te pisse à l'arrêt.
Donc déjà le formulaire pour moi est un petit peu choquant. Mais ceci dit, je le rejoins pour partie parce qu'à titre perso, moi j'ai lâché Emery grosso merdo mi-janvier quand j'ai voilà ce que j'exprimais tout à l'heure, quand j'ai compris que c'était un coach qui avait besoin d'un 6 pour se sécuriser et qui en plus d'avoir besoin d'un 6 pour se sécuriser voulait jouer avec Rabiot en 8. Bref, un coach qui pour moi manquait cruellement d'imagination et il avait réveillé chez moi des rêves, notamment dans ce mois de novembre, après le fameux 7+3 que tu déplorais tout à l'heure par rapport à Marseille, où on avait vu l'avènement de ce milieu avec Rabiot, Marco et Draxler, et ces rêves qu'il avait réveillés, il les a piétinés avec ses intentions. Maintenant, une fois que ça s'est dit, j'en parle pas souvent, mais là je vais en parler. De la même manière que pour Emery, j'ai mis 1 saison et demie à vraiment le critiquer. J'ai mis Blanc, j'ai mis 1 saison et demie à vraiment le critiquer. Mais Blanc, je voulais plus en entendre parler. C'était juste impossible. Alors que même si Emery, mes critiques commencent à devenir un petit peu fondées contre lui, indépendamment même des matchs à venir, j'aurai toujours des critiques de fond le concernant. J'aurai toujours beaucoup plus d'indulgence pour lui, parce que lui n'a pas essayé de tuer ma passion et au contraire l'a enrichi. Clément? Alors moi je trouve que il m'a grandement déçu, clairement. Je vais d'abord parler d'un truc, c'est que je trouve que il a quand même des circonstances atténuantes de par sa situation, c'est qu'il est arrivé quand même en tant que coach du Paris Saint-Germain alors qu'il venait gagner 3 Coupes d'Europe. Et malgré tout, de par la gestion du club ces dernières années, on a eu l'impression qu'il n'a jamais eu le respect de ses joueurs. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique au club et qui me fait un peu peur, c'est que du coup, en fait, il a beau imposer des choix, les joueurs sont jamais à 100% derrière lui, quoi. Et donc du coup, je trouve que ça crée quand même un certain nombre de tensions dans le vestiaire dès le départ. Là, pour une fois, il a pris un risque. Il a dit Thiago Silva sur le banc. Il a cassé un tabou, clairement. Ça, c'est tout à son honneur. Et je trouve que ça, c'est un bon point parce que je pense que le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain n'aura pas de problème, du coup. Après, bon, il a quand même eu quelques résultats impressionnants. Son 4-0 face au Barça, son 3-0 à Munich, même si clairement la méthode n'y était pas. Et quelques belles victoires à Monaco. Et en contrepartie, il y a aussi autre chose, c'est que le niveau de la Ligue 1 fait en sorte que aujourd'hui, on n'est pas habitué au match face au Real, quoi. J'avais vu une stat, pendant le match face au Real, l'équipe a couru 127 km, alors qu'en moyenne, dans les matchs à plus haute intensité en Ligue 1, ça va jusqu'à 110, quoi. Et donc, du coup, l'équipe n'est pas préparée à subir la foudre comme on l'a subi au Bernabéu ou au Camp Nou l'année dernière. Et donc ça, clairement, c'est quand même des raisons qui jouent en sa faveur. Mais d'un autre côté, entre des victoires, enfin des défaites, surtout à l'extérieur, qui sont parfois désespérantes, des corners à 2 qui sont inefficaces et en plus dans lesquels ils s'entêtent, et des faiblesses mentales, parce que ça c'est un truc dont on a parlé aujourd'hui tous ensemble, c'est qu'il y avait une stat d'InfoSport Plus qui disait que sur les 67 buts qu'on s'est pris depuis l'arrivée d'Emery à la tête du Paris Saint-Germain, il y en a eu 30 entre la 75e et la 90e minute. Et c'est quand même assez symptomatique de notre incapacité à battre les grandes équipes, parce que pour gagner la Coupe d'Europe, il faut quand même capable de tenir un score, quoi. Et c'est pas possible avec ce coach, visiblement. C'est pour ça que je pense que Emery ne gagnera pas la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain et que le prochain, Pochettino, la gagnera parce qu'il aura quand même bénéficié d'une partie de son travail. Merci Basto. Alors, moi, je suis un peu comme Draya, je commence à le lâcher depuis janvier pour diverses raisons. C'est un coach, tout le monde le sait, sur qui j'avais beaucoup d'espoir, dont j'appréciais le travail à Séville ou Valence. Effectivement, il y a beaucoup de critiques qu'on peut dire sur sa vision du foot, sur le non-progrès dans des domaines clés, notamment le jeu sans ballon, sur son coaching
rarement gagnant, souvent perdant. Clément a parlé de la stat des buts encaissés après la 75e, qui montre l'impact d'un coaching pas forcément efficace. Maintenant, si on veut attaquer Emery, il faut être cohérent avec ses attaques et par rapport à ses idées. Et quand je vois tout le monde qui demandait de finir cette gestion des statuts, et quand il fait un choix courageux avec Silva, on vient le critiquer. Quand je vois tout le monde qui pleurait pour voir jouer Gio, et que maintenant on critique, qu'on vient de le critiquer sur son positionnement, pourquoi pas, même sur le choix du joueur, je ne comprends pas puisque tout le monde le demandait. Quand on critique son changement de Cavani pour Meunier sans voir que c'est les 15 minutes après l'entrée de Meunier où le PSG maîtrise le plus sa partie, où c'est vraiment à ce moment-là que le Real est le plus proche de craquer. On a aussi parlé d'un vestiaire qu'allait le lâcher après le Real. On a vu Silva, Di Maria qui étaient concernés. On parlait d'un Emery qui préparait mal ses matchs, à juste raison par rapport au dernier match à l'extérieur où souvent l'équipe rentrait de manière fébrile avec de la peur. Mais là, au Real, on rentre plutôt bien dans notre match. On joue assez haut, l'équipe était concentrée. Et enfin, je voudrais rappeler que l'an passé, après le 4-0, Unai était un presque dieu. On se souvient du retour, on sait ce qui se passait. Donc moi, je rappelle juste qu'il y a un match retour. On peut commencer à faire son procès, mais je pense qu'il faudra faire son procès après ce match retour parce qu'on ne sait jamais. Puis-je rebondir, Olivier? Vas-y, je t'en prie. Alors, je veux rebondir sur les 15 minutes que Basto mettait en avant, où quand Meunier rentre, effectivement, on est les plus dangereux. Je ne peux qu'inviter les gens à lire une superbe interview qui a été publiée dans SoFoot par Xavi. On se vante avec Mota d'avoir un futur entraîneur. S'il y en a un autre qui est sur cette même lignée, c'est Xavi. Il a une lecture du match qui est très forte et lui, effectivement, aussi dit exactement la même chose qu'après l'entrée de Meunier. C'est le moment où on sent que le Real est capable de craquer et que malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce but au Real et qu'il ne faut pas rater une occasion de tuer le Real parce que le Real est une bête qui, tant qu'elle n'est pas tuée, se relève pour faire mal. Et je voulais aussi rebondir sur le chat dans la gorge qui très étrangement, enfin Clément a eu une toux qui s'en est comme Pochettino. C'est un coach qui m'a fait rêver, Dieu sait qui m'a fait rêver, et en plus ancien parisien avec ses références au club, son historique. Mais trop de choix, que ce soit Sissoko, que ce soit Aurier, que ce soit certaines convictions qui m'ont mis des doutes. Et là où autant avant, je me disais, mais ouais, si on remplace Emery, il y a Pochettino, il y a un tel, et les Intel, les Pocket, etc. Je me retrouve un peu en PLS en voyant les rumeurs pour le remplacer, c'est-à-dire qu'à la fois je critique Emery, mais je suis en train de me dire, mais qui est-ce qui pourrait le remplacer? Parce que quand on voit Pochettino, si c'est pour qu'il ramène Sissoko et Aurier dans ses bagages, c'est non merci. Et qu'on parle des autres rumeurs, que ce soit Conte, alors que Conte, j'ai adulé son jeu à la Juve, pareil avec l'Italie, mais depuis l'Italie, il a juste rien fait, c'est calamiteux, et c'est que des choix défensifs sur des choix défensifs qui s'alignent les uns les autres. Allegri, qui était formidable à la Juve il y a 2 ans en Europa League, qui commence vraiment, en Ligue des Champions, ouais, qui commence à être à bout d'idées, qui commence à se répéter lui-même, à devenir un cliché de lui-même, et ça devient un jeu poussif, qui est efficace, c'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui était beau dans la structure de l'équipe, pas forcément beau offensivement, mais beau dans la structure de l'équipe, à quelque chose qui... Et puis bon, pour Allegri, enfin, il est incapable de gérer Dybala, quoi, donc qu'est-ce qu'il va faire avec Neymar? Toutes les solutions de remplacement, en fait, il y en a quasiment aucune qui est ne serait-ce que bandante, et Pochettino, s'il m'a fait bander un temps, a arrêté de le faire, quoi. Oui, mais le problème n'est pas tellement de juger des entraîneurs qui pourraient remplacer Emery, on n'en est pas là. Le problème est de juger de l'action d'Emery. Alors moi aussi, j'ai lu l'interview de Xavi qui nous fait la même interview que d'habitude, c'est-à-dire en dehors de Barcelone, pour Xavi, rien n'existe, et parce que c'est le Real, il faut dire que le Real a été plus mauvais que le PSG, et que le PSG aurait dû gagner ce match. Je reviens sur le remplacement de Meunier. Je crois qu'il y a des règles qui sont quand même suivies par beaucoup d'entraîneurs, qui est de ne pas toucher une défense qui fonctionne. Alves avait plutôt, malgré toutes nos craintes, tenu Marcelo en respect. On fait passer Alves, qui avait beaucoup donné à ce match, dans une position offensive. On fait passer Meunier à l'arrière. C'était pas beaucoup plus simple de remplacer Cavani par Di Maria, c'est-à-dire un vrai attaquant, et de laisser Alves à sa place? Et Zidane s'est engouffré dans la brèche, il connaît très bien les défauts de Meunier, il a fait rentrer Asensio, qui a pris Meunier dans le dos 2 fois, et on a pris 2 buts. Donc ce remplacement est, comme souvent dans les coachings d'Emery, un remplacement stéréotypé. C'est son coup, là, de faire rentrer 2 arrières latéraux, mais c'est vraiment pas adapté sur ce match. Il a été puni à juste titre.
Et c'est pas la première fois. Dans les grands matchs européens, on perd 6-1 à Barcelone, on perd à nouveau 3-1 cette année contre Munich, on repère 3-1 contre Madrid alors qu'on avait marqué le premier but, qu'on était à 1 partout à 10 minutes de la fin. Aujourd'hui, il a un matériel dont peut-être jamais aucun entraîneur du PSG n'a disposé. Où est la cohérence du jeu défensif? On en est à 19 buts encaissés aujourd'hui au PSG, alors que l'année record de Blanc, on en était à la 26e journée qu'à 12 buts. Où est la cohérence offensive quand on voit des joueurs, une attaque supersonique, incapable de jouer entre eux dans un match contre le Real? Donc il y a quand même depuis des mois les mêmes erreurs qui se répètent, depuis des mois les mêmes défaillances à la fois techniques et psychologiques. Alors bon, je crois qu'avant de penser à l'avenir, pensons déjà au présent et analysons sans haine, mais aussi sans autre considération, la production d'Emery, et elle est manifestement déficiente dans les grands matchs, à l'extérieur, ce qui est une continuité dans sa carrière. Olivier, je me dois de réagir. Mais tu as la possibilité de le faire, je t'en prie. Dans l'intervalle, j'ai noté une chose, je suis plus tellement sur quoi réagir, tellement il y a de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de dire. T'as cette qualité formidable qui est que quand je veux tailler Emery, tu en parles, j'ai envie de le défendre. Et c'est prodigieux. C'est défendable. Oui, après avoir écouté Olivier. C'est peut-être parce qu'effectivement, tu n'as pas envie de le tailler. Tu compares, mais si, oh que si, mais tu compares le Real et la défaite 6-1 et le match à Munich, mais c'est 3 matchs qui n'ont strictement rien à voir. Le Real. Sauf que c'est 3 défaites à l'extérieur. Le Real, oui. Et indépendamment de ça, le Real, c'est la première fois qu'on a proposé un match très consistant où on n'a pas su tuer la bête et où on s'est fait bouffer à partir du moment d'un double changement de Zidane. C'est pareil, tu pèses contre Meunier pour voir rentrer Di Maria tout de suite, mais pour moi ça aurait été un très mauvais choix de faire rentrer Di Maria tout de suite. Faire rentrer Di Maria tout de suite, ça nous permettait pas pour autant de plus jouer dans les petits espaces, qui était quelque chose qui était formidablement important par rapport à la manière avec laquelle était disposé le Real. Le Real change de tactique et passe dans une situation où tout à coup on vire Casimiro, c'est-à-dire qu'on joue 106, on fait rentrer 2 ailiers pour passer en 4-4-2 et pour doubler sur les ailes. Et à ce moment-là, oui, faire rentrer Di Maria, ça fait un sens, parce que à ce moment-là, on doit rentrer en contre. Mais quand tu dois pas jouer en contre, quand t'as très très peu d'espace devant, quel est l'intérêt de Di Maria? J'ai beau chercher, je vois pas. Et d'une manière générale, ces matchs n'ont strictement rien à voir. On peut pas regarder le Real comme on regarderait le match retour contre Barcelone. Que le match retour contre Barcelone, on est rentré avec la peur dans les yeux. Au match de Real, on s'est tenu comme des hommes. On peut pas le comparer non plus avec Munich, où avec Munich, on est rentré avec une incompréhension de la tactique, incapacité à appliquer, en plus de ça, une avance, mais une incapacité à appliquer des consignes de coach, où on était un peu perdu sur le terrain, ou alors que contre le Real, on a proposé une opposition. On peut pas comparer ces matchs. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de me séparer d'Emery, ça veut pas dire que Emery pour moi est la réponse, mais voilà, qu'on lui colle pas au cul des faux procès, parce que pour moi là on rentre dans du faux procès. Mais attends, Darius, tu permets s'il te plaît? On ne peut comparer peut-être pas la manière, mais tu es bien obligé de voir la constante dans les résultats, quelle que soit la manière, quelles que soient les raisons justifié ou non que tu présentes, les résultats sont là. On ne peut pas avoir une constante à ce niveau-là, avec le matériel qu'il a, en te disant qu'il ne gagnera jamais un match à l'extérieur contre une grande équipe. Il ne l'a pas fait depuis qu'il est ici. Je ne te parle pas des matchs de championnat, je te parle des matchs de Coupe d'Europe. Tous les grands matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur, il s'est planté. Et les 2 matchs, on peut rajouter même les 2 matchs contre Arsenal, on fait match nul dans ces 2 matchs. Donc, quelles qu'en soient les raisons, tu dis qu'il fallait pas faire rentrer Di Maria, il ne l'a même pas fait rentrer du match. Quand on voit l'état dans lequel est Di Maria aujourd'hui, tu dis que Meunier c'était une bonne option. L'option s'est révélée catastrophique quand Asensio est rentré et a pris Meunier 2 fois dans le dos. Quand Asensio est rentré, il y a une règle au moment où Meunier rentre, c'est une très bonne option. Une fois qu'Asensio rentre, ça devient une mauvaise option.
Il y a une règle du jeu claire, c'est qu'on ne parle pas les uns sur les autres. Alors, je t'ai laissé argumenter, laisse-moi terminer mon argumentation, qui est que quelles que soient les raisons virtuelles que tu me proposes, moi, je constate le résultat. Et le résultat, celui-là, il est objectif, il est indéniable, c'est que les 2 buts sont arrivés dans le dos de Meunier, et que la présence de Meunier n'a pas permis au PSG de marquer les buts que tu proposes. Donc, il y a bien la nécessité de considérer que c'est un échec. On peut pas considérer que ce n'est pas un échec sur des raisons évoquées qui ne sont pas suivies des faits. Les effets, on les constate, c'est pas de but marqué et 2 buts encaissés. Et t'appelles ça un changement judicieux? Non, je crois que là, il faut quand même, on peut défendre Emery, mais pas sur ces choix-là. Et surtout en laissant Di Maria sur le banc. On ne peut pas laisser Di Maria sur le banc sur ce match, c'est impossible. Je peux y aller? Vas-y, je t'en prie. Je crois que tu n'as pas compris exactement ce que disait Daria sur ce changement, puisque toi tu parles de fait, de but ou pas, mais les faits c'est aussi que quand Meunier rentre, c'est les 15 meilleures minutes du PSG du match et c'est le moment où le Real est le plus proche de craquer. Ce que disait Daria, c'est qu'à ce moment-là du match, avant l'entrée d'Asensio et le passage en 4-4-2, c'est le bon choix. Et ensuite il reproche à Unai de ne pas avoir réagi par rapport au changement de système de Zidane, qui faisait effectivement en passant à 2 contre 1 sur les ailes, et bah là Meunier allait se faire bouffer. Mais pendant 15 minutes avant le changement de Zidane, le changement est bon. Ce qui est pas bon, c'est son absence de réaction après les changements de Zidane. C'est là où on voulait en venir derrière, si je me trompe pas. Exactement. Voilà. Sinon, tu rebondissais sur l'interview de Xavi, oui, qui est forcément barcelonais et qui peut être anti-Real, mais il dit beaucoup de choses positives sur cette interview. Il dit énormément de choses positives tout au long sur cette équipe qui est tueuse et que tu as l'impression que tu vas dominer. Finalement, à chaque fois, tu finis par perdre. Il est pas d'anti-Real là-dessus. Après, je peux aussi te sortir des interviews d'Henkels, le coach de Munich, qui a dit grosso modo la même chose que Xavi sur ce match. Et qui lui a entraîné le Real et n'a jamais joué à Barcelone. Bref, ça c'était un petit point d'aparté. Ensuite, tu parles des défaites à l'extérieur, ça voulait être ma conclusion. Qu'Emery soit défendable ou pas, défendu ou non, il faudra. De toute façon, il ne sera plus coach du PSG prochainement. Et l'important, ce sera de ne pas répéter les mêmes erreurs. On a une équipe qui ne sait pas subir, parce que certains joueurs sont installés dans leur confort, parce qu'il y a une absence de direction. Et tant qu'on ne changera pas ça, on ne changera pas grand-chose. Oui, enfin bon, si les joueurs sont dans leur confort, si les joueurs n'appliquent pas les consignes, c'est quand même le rôle d'un entraîneur de mettre en place une tactique et de la faire appliquer. Tu peux pas le dédouaner de cette chose-là. Je ne dis pas le contraire. Emery est fautif, mais je dis que ce ne sera pas la seule chose à changer. Est-ce que Clément, tu veux dire un truc sur le sujet? Ouais, c'est que je trouve qu'il y a En fait, pour moi, c'était pas forcément un problème tactique, mais tous les ans, à chaque élimination, j'ai la sensation que c'est un problème d'état d'esprit. On se fait toujours éliminer sur de la réussite de l'adversaire, sur des buts de raccro. L'année dernière, il y en a eu combien, 3 ou 4. Cette année, c'est pareil, un but qui est dévié, un penalty où le mec était hors jeu. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et ce depuis Ancelotti. Hein. Et je me rappelle encore du but de Villa pendant le match avec Ancelotti. Enfin, j'ai l'impression que c'est tous les ans pareil. Mais par contre, la chance ne tourne pas pour nous. Alors, peut-être qu'il faut un entraîneur, peut-être un peu moins fort sur le plan tactique, mais qui a quand même cette faculté à transcender son équipe pour nous fournir cette réussite qui nous manque aujourd'hui. Tu sais, quand les choses tournent toujours dans le même sens, c'est qu'il y a autre chose que simplement la chance ou la réussite. C'est qu'il y a un problème de fond, et ce problème de fond, effectivement... mais je suis pas entièrement d'accord, parce que tous les ans, souvent quand on se fait éliminer, à part face à Manchester City, mais on avait toujours ce goût amer dans la bouche, on se disait, mais on était tellement proches, et on se fait éliminer sur un coup du sort, un but à la 75e, parce qu'il y a une faiblesse mentale dans cette équipe qui règne depuis QSI, dans les matchs très importants, qui nous doit être corrigé, qui doit être corrigé à l'avenir par un coach qui fournit cette capacité à se transcender dans les grands rendez-vous. Ancelotti l'avait. Allez-y, oui. Vas-y. Rebondir sur les propos de Clément, quand il dit qu'à chaque fois on s'est dit on était tellement proche, moi j'ai surtout eu l'impression que justement on était assez loin, et j'ai surtout eu des impressions de honte. Contre Chelsea on gagne ce match 3-1, mais le match retour on sait qu'on va le perdre 2-0. J'étais en train de prier pour qu'on prenne le deuxième but le plus rapidement possible, puisque je savais qu'on allait le prendre. Contre City, il n'y a même pas un moment dans les 2 matchs où on y croit. L'élimination contre Barça, on se prend 3-1, 2-0, là n'en parlons pas, au bout de 10 minutes on est déjà éliminé. L'année dernière il y a aussi ce sentiment évidemment de honte
énorme après la défaite 6-1. Là, le 3-1, on verra le retour. Le 3-1, là, on peut se dire pourquoi pas qu'on était proche les dernières années. Je ne trouve pas. Après, tu définissais Clément Emery, tu disais que c'est peut-être un coach moins tactique, mais qui amenait cette grinta, cette envie de gagner. Mais c'était la définition d'Emery à Valence et à Séville. Et c'était quelqu'un qui était très semblable et qui est très comparable à ce que fait Pochettino à Tottenham. Donc, qu'est-ce que ferait Pochettino au PSG? C'est aussi une autre question, puisque le Emery de Séville est vraiment très proche du Pochettino de Tottenham. Sur tous les points. J'aimerais juste rappeler un détail par rapport à la conversation qu'on a. Nous ne sommes pas encore éliminés. On est mal embarqués, mais pour faire plaisir à Basto, on a 33% de chance de passer. Hein, vas-y, statisticien réagit. Mais on n'est pas encore éliminés, et là on est en train de discuter comme si c'était déjà plié, l'affaire était dans le sac. On peut attendre un petit peu de voir, non pas par rapport à Emery, parce que moi, même si on passe, mon sentiment sur Emery n'évoluera pas, il m'a déçu sur des choses trop importantes, mais on est un petit peu tôt pour les discours alarmistes, je trouve. Oui, sauf que là, on ne parlait pas des chances de réussite au match retour. On analysait l'action d'Emery depuis qu'il est au PSG et qui me semble s'être concrétisé également dans ce match. Les chances de réussite au match retour ne dépendent pas que d'Emery, et heureusement. Il y a effectivement une prise de conscience des joueurs, il y a une volonté de relever la tête après ce qui s'est passé au match contre Madrid, et moi j'y crois profondément à cause de ça. Donc si on passe Madrid, ce sera que les joueurs, le coach n'y sera pour rien. Non, le coach aura sa part, comme il l'a eu depuis qu'il est dans ce club et comme il l'a eu dans le match contre Madrid. Ok, mais je disais juste qu'après le 4-0 contre Barcelone, Emery était incriticable. Maintenant, il devrait être indéfendable. J'attends juste de voir le match retour pour faire le procès définitif. Mais il était indéfendable pas maintenant, il était déjà indéfendable après le désastre de Barcelone, duquel il n'aurait jamais dû se relever. Je ne comprends même pas pourquoi il a pu survivre à ça, comme à la perte du titre l'année dernière. Le fait d'avoir poursuivi avec lui pour des raisons qui sont probablement plus de direction que sportive, on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc c'est pas le match de Madrid qui va le condamner. Il est déjà sur la sellette depuis un bon moment. Tu dis après le 6-1, mais après le 4-0, t'étais pas loin de changer d'avis sur le coach. Donc je dis juste que après le 4-0, Unai était potentiellement critiquable. Maintenant, attendons de voir. On sait jamais. Mais on peut pas juger sur un seul match. Ou alors c'est difficile de faire un jugement. Là, on ne juge pas sur le match de Madrid. On juge son action au match de Madrid et on en cherche des explications sur son parcours au PSG. C'est ça la question. C'est ce qu'on a tous fait. On a retrouvé les torts d'Emery, mais c'est très bien. On pense qu'il est défendable sur certains points. Toi, moins, mais c'est un débat constructif. Voilà, nous arrivons au terme de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté, on l'espère jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous pour Marseille. Lesquels de Marseille? Les le deux championnat, c'est dimanche. Si vous voulez. Allez-y. Moi, je vois un 3-1 pour Paris. Moi, je vois un 2-1 pour Paris. Clément? 3-1 aussi. Très bien. On vous donne rendez-vous donc après les deux rencontres face à l'OM pour assurer le débriefing et nous projeter vers le match retour face au Real du 6 mars qui va conditionner beaucoup de choses pour cette fin de saison. Et on se souvient de 93 en espérant que le club aura l'élégance d'appeler Antoine notre casque d'or à jamais pour être l'invité d'honneur de ce grand défi et nous relier à un des plus grands exploits du PSG de tous les temps. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'enregistrement de tous les podcasts, de nos articles, dossiers, billets d'humeur sur notre site leclubpaname.fr. Bonsoir Clément et merci pour cette première participation. Avec plaisir. Bonsoir Drayas. Merci et je ne peux qu'applaudir très fort cette suggestion de voir Antoine Kombouaré fouler la pelouse le 6 mars. Bonsoir Basto. Bonsoir à tous et je trouve que Clément a fait une très bonne première. Merci, ça fait plaisir. Bonsoir à tous et merci de nous avoir écoutés. Paris est magique. Merci à chacun. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao.